97% des leads B2B ne signeront jamais. Alors pourquoi continuer à les traiter tous de la même façon? Le count-based marketing, c'est l'inverse. C'est identifier les 3% qui comptent vraiment et construire avec eux une relation avant même qu'ils sachent qu'ils ont besoin de vous. Je suis Christina. J'ai grandi aux États-Unis et depuis 20 ans, j'aide les Français à vendre aux Américains. Et moi, je suis Lionel. J'ai 15 ans d'expérience à construire des systèmes qui convertissent pour des PME françaises. Et ensemble, on décortique l'ABM pour les PME françaises. Bienvenue dans GoABM. Bienvenue dans GoABM. Je suis Christina Rebuffet-Brodus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée qui pourrait transformer votre approche du marché américain. Imaginez que vous puissiez pénétrer le marché américain sans y mettre les pieds, sans faire un salon pour 50 000 € à Las Vegas, sans 10 allers-retours Paris-New York, sans vous épuiser à courir après des contacts qui ne vous rappellent jamais. Imaginez que vous puissiez générer vos premiers rendez-vous qualifiés avec des décideurs américains depuis Lyon, Paris, Toulouse ou Grenoble. Ça vous intéresse? Alors restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le count-based marketing peut être une des meilleures portes d'entrée sur le marché américain pour une PME française et pourquoi 20 comptes bien ciblés peuvent valoir plus que 1000 campagnes de prospection de masse. Commençons par une observation. Quand je discute avec des dirigeants de PME ou de TI françaises qui veulent se développer aux États-Unis, il y a une question qui revient presque à chaque fois. Quels sont les meilleurs salons pour nous aux États-Unis? CES, JP Morgan, RSA Conference, South by Southwest, et j'en passe. Personnellement, je comprends l'attrait. Vraiment, moi ici, j'adore faire les salons. Un salon, c'est visible, c'est concret. Vous rencontrez des gens en vrai. Vous avez un stand, des badges, des cartes de visite qui s'accumulent. Vous pouvez montrer à votre équipe, à vos actionnaires, regardez, on est présent aux États-Unis. Et puis bon, faire le voyage et aller sur le terrain, c'est quand même sympa aussi. Mais laissez-moi vous poser une question. Après votre dernier salon, combien de deals avez-vous signé? Pas combien de contacts vous avez collectés, pas combien de gens ont dit « Awesome, let's keep in touch » avec un grand sourire comme les Américains ils savent faire. Non, des deals, je parle des deals, des vrais. Combien? Ce que j'observe, et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les entreprises françaises sur le marché américain, c'est que la plupart reviennent de ces salons avec des centaines de cartes de visite, un peu de pipeline qualifié, mais avec le temps, le travail quotidien qui prend le dessus, tout ça s'évapore très rapidement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un décalage culturel que beaucoup d'entreprises françaises ne voient pas. En France, il y a cette conviction que la visibilité précède la vente. Il faut d'abord qu'on soit vu, qu'on existe sur le marché. Ensuite, le business viendra parce que notre produit est tellement bon que les gens y vont voir et ils vont acheter. C'est plutôt une logique une logique de présence. Elle fonctionne très bien dans certains contextes, dans un marché comme en France, qui est plus petit que le marché américain, il faut l'admettre. Aux États-Unis, la logique est, l'opposé. C'est une logique de précision, parce que le marché, il est tellement grand et il y a tellement de concurrence. Les acheteurs américains ne vous achètent pas parce qu'ils vous ont croisé à un salon. Ils vous achètent parce que vous avez résolu leurs problèmes spécifiques au bon moment, de la bonne manière. Et c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Alors oui, peut-être que vous vous êtes croisés sur un salon, mais là, on parle plus de chance que de stratégie. Et pourquoi laisser votre business dépendre de la chance quand vous pouvez piloter quelque chose de ciblé et de concret? Est-ce que ça vous parle déjà? Combien de fois avez-vous investi, je sais pas, 50 000, 80 000, 100 000 euros peut-être dans une présence salon aux États-Unis pour revenir avec l'impression d'avoir fait du bruit, d'avoir été présent, d'avoir rencontré plein de gens, mais derrière, il n'y avait pas vraiment de business qui a suivi. Alors, si le problème n'était pas le salon lui-même,
mais ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas avant et après. Faisons un petit exercice ensemble, si on peut. Mettons-nous 2 minutes dans la tête d'un acheteur américain. Imaginez, vous êtes vice-président opération dans une entreprise industrielle de 800 personnes à Chicago. Vous avez un problème de qualité sur votre chaîne de production qui vous coûte milliers de dollars par an et vous cherchez une solution. Vous n'allez pas à un salon pour découvrir les dernières innovations. Vous n'avez pas le temps pour faire ça, donc vous cherchez peut-être sur Google. Vous allez demander à votre réseau. Vous regardez ce que font vos concurrents. Vous cherchez quelqu'un qui comprend votre problème, pas quelqu'un qui veut vous impressionner avec son pitch sur un salon. Alors oui, les salons sont importants, mais pour d'autres raisons. Et si une entreprise française débarque à votre salon professionnel avec un joli stand, un pitch sur notre technologie révolutionnaire basée sur 30 ans d'expérience, vous allez sourire poliment, dire peut-être That's great, do you have a brochure, let's keep in touch, et peut-être ne jamais rappeler. Alors pourquoi? Parce que cette entreprise française vous a parlé d'elle-même, de son histoire, sa technologie. Elle ne vous a pas parlé de vous, pas de votre problème de qualité à Chicago, pas de votre contexte, de vos contraintes et de ce qui vous empêche de dormir. Et c'est là que l'ABM change la donne. L'account-based marketing, dans sa version la plus simple, en fait c'est ça. C'est au lieu de crier dans le vide en espérant que quelqu'un vous entende, vous identifiez précisément les 10, 20, 30, peut-être même 50 entreprises américaines qui ont le problème que vous résolvez. Et vous construisez une relation avec elles. Pas un pitch générique à 500 personnes ou expliqué à 500 personnes sur un stand, mais vous construisez vraiment une vraie relation personnalisée avec de la valeur à chaque interaction. Et ça, les Américains comprennent parce que c'est comme ça qu'on fait du business entre nous aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple concret. Une PME industrielle française. Alors, je peux pas vous donner le nom, mais c'est un cas réel. Cette entreprise voulait attaquer le marché américain et leur réflexe initial, c'était justement de s'inscrire à 3 salons professionnels. Le budget prévu pour l'année, c'était 150 000 euros sur l'année. Mais on leur a proposé autre chose. Au lieu de dépenser cet argent en stand, en voyage, en hôtel, en billets d'avion, on a identifié ensemble 30 entreprises américaines qui correspondaient parfaitement à leur client idéal. Des entreprises avec le bon profil, la bonne taille, les bons enjeux, le bon timing aussi. Ensuite, on a créé du contenu qui parlait spécifiquement des problèmes de ces entreprises. Pas de la technologie française, des problèmes américains, formulés comme un Américain les formulerait. Et on a engagé les décideurs de ces comptes sur LinkedIn, par mail, via des introductions quand c'était possible, par téléphone aussi, toujours avec de la valeur. Et au lieu de dépenser leur budget en salon, ils ont investi dans 5 voyages aux États-Unis pour aller voir leurs prospects et leurs clients directement sur place chez eux. Et le résultat, c'était que, en moins de 6 mois, ils avaient des conversations avancées avec 8 de ces comptes et 6 sont devenus clients. Clients américains signés en 6 mois, sans avoir mis les pieds dans un seul salon. Des contrats pour des montants très importants. Donc, qu'est-ce qui génère vraiment du business? Ce qui m'étonne toujours, c'est que l'ABM est devenu la norme aux États-Unis depuis des années. Le B2B tech, dans l'industrie, dans les services aussi, quand justement les montants des contrats sont suffisamment importants pour justifier cette méthode. Mais les entreprises américaines ciblent, elles personnalisent et elles construisent des relations avant de vendre. Et quand je parle avec des dirigeants français, je réalise que cette approche peut encore faire peur ici. Cibler, par exemple, 20 comptes au lieu de 800 avec une campagne qu'on peut lancer avec des logiciels d'automatisation.
Ça paraît risqué. On se dit, et si on passe à côté d'opportunités, si notre client idéal n'était pas dans ces 20, si on rate quelque chose, alors on préfère rester dans le volume, on se rassure avec de la visibilité et on se dit, dans 800, il y en aura bien 2 ou 3 qui vont nous répondre. Mais quand on réalise que le volume ne convertit pas, on cherche souvent une solution miracle. Et aujourd'hui, c'est là qu'on pense très souvent à l'IA, aux outils d'automatisation avec de la personnalisation, dopés à l'IA, basés sur l'IA, et peut-être à un stand encore plus impressionnant au prochain salon. Et on se dit, peut-être, avec la bonne technologie, avec l'IA et tout ce que ça fait aujourd'hui, on pourra gérer ce volume, mais aussi convertir et faire de la personnalisation. Mais, et c'est quelque chose que je répète à tous les dirigeants que j'accompagne, marketing, ce n'est pas de la tech. Oui, on peut utiliser de la tech dans le marketing, mais l'IA ne va pas transformer des non qualifiés et des process bancals en clients. Alors, un beau stand ne va pas créer de la confiance avec quelqu'un que ne vous connaissez pas. Ça va attirer beaucoup de monde, mais est-ce que ça va attirer les bonnes personnes? Le marketing, en fait, c'est tout simple, c'est de la psychologie humaine. Et ça existe depuis tout. Comprendre ce que les gens veulent, créer de la confiance, la bonne offre devant les bons yeux au bon moment, assez longtemps pour que ça imprime. Et l'ABM, c'est exactement ça, mais concentré, focalisé, précis pour vos meilleurs clients. Paradoxalement, cibler moins, c'est prendre moins de risques parce que vous concentrez vos ressources sur les comptes qui ont vraiment le potentiel de devenir vos meilleurs clients. Pour une PME ou une ETI française qui veut entrer sur le marché américain, sans le réseau local, sans la notoriété, sans les budgets marketing des concurrents, c'est une approche qui peut tout changer. Parce que vous n'avez pas besoin d'être connu de tout le monde. Vous avez besoin d'être connu et apprécié de, par exemple, bonnes personnes. Et ça c'est à votre portée dès maintenant et depuis la France. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous qui écoutez ce podcast? Alors, je ne vais pas vous donner une checklist, 7 étapes pour conquérir le marché américain. Ce n'est pas l'objet de cet épisode. Franchement, j'ai un guide que vous pouvez télécharger sur mon site qui vous explique tout ça. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est plutôt de vous inviter à réfléchir autrement. Donc voici la question que je vous pose. Quand vous pensez au marché américain, est-ce que vous pensez en termes de visibilité ou en termes de précision et de business chiffré? Est-ce que vous vous dites il faut qu'on montre qu'on est aux États-Unis? Ou est-ce que vous vous dites qui sont les quelques entreprises américaines qui ont exactement le problème qu'on résout le mieux et comment on peut devenir indispensable pour elles? Ce n'est pas la même question et ça ne mène pas du tout aux mêmes actions. La première approche, elle conduit à disperser beaucoup d'énergie et de budget pour des résultats pas toujours à la hauteur. Encore, ça dépend de votre objectif. Si l'objectif est la visibilité, c'est ce que vous allez avoir. Ça fait des jolis posts LinkedIn, ça fait des articles dans la presse locale et c'est très bien, ça sert un autre objectif. Mais la deuxième approche, c'est celle qui permet à une PME de 30 personnes de signer des contrats avec des grandes entreprises du Fortune 500. Je l'ai vu plusieurs fois, donc c'est possible. Alors, voici ce que je vous propose cette semaine. Un petit exercice. Prenez une feuille ou ouvrez un document et essayez de répondre à cette question. Si vous ne pouviez cibler que 20 entreprises américaines, pas 200, pas 2000, juste 20, lesquelles vous choisirez? Et pourquoi elles? C'est un exercice simple, mais il va vous forcer à réfléchir différemment. Parce que quand vous êtes obligé de choisir 20 comptes, vous ne pouvez plus vous réfugier derrière le volume. Vous devez vraiment comprendre qui sont vos clients idéaux, pourquoi ils achèteraient chez vous, ce qui les préoccupe.
Et ça, c'est le début d'une vraie stratégie pour le marché américain. Alors, si vous préparez votre développement sur le marché américain ou si vous y êtes déjà mais que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, je veux que vous sachiez une chose. Ce n'est probablement pas votre produit le problème. Ce n'est pas non plus votre anglais, probablement. C'est l'approche. C'est le go-to-market. C'est la façon dont vous essayez de créer de la confiance avec des acheteurs qui fonctionnent différemment de vos clients français. Et c'est exactement ce qu'on fait chez GoABM. On vous aide à voir ce que vous ne pouvez pas voir seul quand vous êtes immergé dans votre quotidien et dans la culture française. Les angles morts, les erreurs de ciblage, les opportunités que vous ratez sans le savoir. Et on construit avec vous une stratégie ABM qui fonctionne vraiment sur le marché américain. Pour résumer l'épisode aujourd'hui en une phrase, sur le marché américain, comptes bien ciblés valent mieux que 10 salons sans stratégie d'acquisition. C'est moins glamour, mais c'est beaucoup plus rentable. Si ça résonne avec vous, vous sur notre site goabm.io pour nous contacter et prendre rendez-vous. On en parle, on vous écoute et on vous dira ce qu'on observe dans votre stratégie. Et la semaine prochaine, sur ce podcast, je vous laisse entre les mains de mon associé Lionel Clément pour répondre à la question « Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'outils pour faire de l'ABM ?» Ça promet d'être un épisode intéressant qui déconstruit pas mal de fausses croyances autour de l'ABM. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de GoABM et je vous dis à très vite.